C'est Monsieur Fesneau? Ça doit être un cadre. On a une visite politique juste à côté là qui agrège. Je l'invite à rejoindre Monsieur Fort, tu crois? Oui, oui, bien sûr, quand je. Mais il faut que tu rabattes, il faut que les gens s'assoient là. Annelise, venez vous asseoir, venez, on a besoin de. Allez-y, madame, prenez place, il y a des places devant. Bonjour à toutes et tous. Je vous donnerai le signal, ne vous inquiétez pas, hein, prenez votre temps. On est encore en train de s'installer. Merci à nos intervenants d'avoir pris place. Allez-y, allez-y, il reste des places devant. C'est bon? Allez. Bah, il vient de me donner le signal, le monsieur. Ouais. Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci. Bienvenue ici sur le stand pour notre grande table ronde du jour sous l'intitulé Réussir une alimentation locale et équitable. Je répète, locale et équitable dans les cantines. Est-ce possible? Point d'interrogation. Nous avons pour y répondre un panel de personnalités que je remercie chaleureusement de nous avoir rejoints. Ils vont se présenter dans un premier tour de table. Mais tout d'abord, quelques éléments de contexte. Pourquoi questionner l'alimentation locale plus équitable aujourd'hui? Première information, les uns et les autres le savent, c'est de notoriété publique, la loi Egalim a donné un coup d'accélérateur à cet enjeu et surtout l'opinion publique, les parties prenantes, notamment les parents d'élèves, plébiscitent la question du critère local dans les critères d'alimentation responsable pour leurs enfants, dans les cantines, dans les écoles et dans la proximité. On a même réalisé en novembre dernier un baromètre spécial. On a questionné les parents d'élèves, donc quelque part les contribuables, les payeurs des menus des cantines, et tous ont dit à 85-90%, oui, dans la crise, nous sommes prêts et nous voulons maintenir cet engagement responsable. Donc pas de remise en cause, quoi qu'aient pu en dire certains journaux ou quoi. Dans la crise, les parents sentent que c'est une tendance de fond et ils souhaitent cela pour leurs enfants, 90%. Par contre, ce qu'ils disent, attention, on peut peut-être économiser d'autres postes, on peut peut-être rationaliser, éviter le gaspillage, etc. Mais on ne remet pas en cause, on ne rebascule pas sur des produits soit plus industriels, soit pas bio, etc., etc. Deuxième enjeu, la question du droit européen. On va en parler. Le droit des marchés publics questionne la possibilité pour les élus, pour les acheteurs, pour les fonctionnaires des collectivités, la possibilité de passer des marchés équitables, plus locaux, plus bio, etc. Donc là-dessus, les grandes associations d'élus, dont France Urbaine, merci à Audrey Pulvar, qui est une des vice-présidentes, d'être ici, questionnent cela et négocient et réfléchissent aux moyens de s'accommoder de ce droit européen, ainsi que l'association Agores, très active sur le sujet. Donc, les enjeux d'aujourd'hui, faut-il changer le droit européen de la passation des marchés publics pour faire plus d'équitable et de local? Peut-on, dans la crise, continuer à afficher cette priorité et apporter aux enfants et aux parents des repas abordables économiquement? Comment regrouper les forces entre collectivités, partager les bonnes pratiques, réussir, pourquoi pas, ensemble à manifester cette volonté de local et d'équitable pour que les grands offreurs puissent avoir des offres abordables parce que, par effet de seuil, nous avons beaucoup de dialogues actuellement avec de grandes agglomérations, je ne vais pas les citer toutes, mais qui sont intéressées par booster l'initiative du local plus de l'équitable. Et faut-il encore amender Egalim? C'est à voir. Donc je vous propose, pour ouvrir cette table ronde, que nos intervenants se présentent brièvement en 1 ou 2 minutes pour dire pourquoi ils sont là. Et puis on leur redonnera la parole plus longuement ensuite, chacun sur une des
thématiques que j'ai esquissées. Donc je ne sais pas par quel bout je commence, peut-être d'abord avec vous, Claude Gruffat. Vous êtes député européen et vous portez, je crois, très haut au niveau continental, donc la question du commerce équitable et bien sûr de la vente de commerce équitable dans les collectivités locales européennes. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis d'abord écologiste, ancien président d'un réseau coopératif en France qui a développé la bio qui s'appelle Biocoop. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai testé sur le terrain l'efficacité que pouvait avoir le commerce équitable dans un autre mode de commerce et de relation entre les parties prenantes dans une filière comme celle de l'alimentation. Et puis aujourd'hui, je suis eurodéputé. Dans mes missions, j'ai la commission agriculture. Ça tombe un peu d'évidence, tout le monde comprendra que c'était quelque chose qui m'intéressait particulièrement. La commission économie, les affaires économiques, la commission fiscalité, ça c'est l'endroit où on ne se fait pas beaucoup de copains. Et puis la commission IMCO, marché intérieur, protection des consommateurs. Donc là, on revient sur des cœurs de sujet. Alors, mes sujets de prédilection là-bas, évidemment, c'est le développement de la bio avec un encadrement, plan d'action bio, etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Et aussi travailler justement autour de comment développer à l'échelon européen la question du commerce équitable, puisque dans le monde du libéralisme débridé, j'ai envie de dire, la question du commerce équitable, c'est un vrai sujet. Tout comme l'économie sociale et solidaire, dans lequel je place, moi, le commerce équitable, parce que c'est ça le cœur d'intérêt de ce modèle de commerce. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur les plans d'action. Et puis aussi, toute la question, quand on parle d'activité des entreprises, des PME, etc., comment on arrive à relier des filières, on appelle ça comme ça, en alimentaire, mais aussi en textile, etc., pour que les différents acteurs aient des liens privilégiés entre eux et qu'on construise économiquement, humainement, mais aussi écologiquement, des relations vertueuses entre toutes les parties prenantes de la fabrication d'un produit qui finit dans le monde de la consommation. Voilà. Merci beaucoup Claude Gruffat. Votre voisine de gauche, Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris. Bonjour, merci d'être là. Présent, allez-y. Bonjour, merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris sur les questions d'agriculture, d'alimentation durable et de circuits courts et de proximité. Alors, on parle de critères de locabilité ou de localisme et d'équitabilité. Avec votre permission, à Paris, nous, on ajoute le critère de durabilité. Parce que local, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Oui, c'est l'enjeu de la discussion. Hein. Quelle limite au local? Voilà. Oui, absolument. Pour nous, à Paris, mais on ne prétend donner de leçons à personne, mais pour nous, à Paris, ce n'est pas suffisant. Il faut que la provenance des denrées qui nourrissent la restauration collective parisienne, c'est-à-dire 30 millions de repas par an, soit locale et durable. Alors, on ne peut pas faire que du local, mais nous, notre critère en termes de proximité, c'est un rayon de 250 km autour de Paris. Aujourd'hui, dans la restauration collective parisienne, donc 30 millions de repas par an, on est à 54% de bio et ou durable. Et nous avons adopté un plan alimentation durable il y a 8 mois environ, qui fixe à 100% l'objectif à atteindre de bio et ou durable dans notre restauration collective, dont 75% de bio, mais surtout dont 50% provenant de moins de 250 km. Et c'est pour ça que je dis souvent que je suis adjointe non pas seulement au circuit court, mais au circuit court et de proximité, parce que évidemment le critère de proximité est particulièrement important, à condition pour nous que les denrées, les méthodes de production de ces denrées, que ce soit des fruits, des légumes, de l'élevage et évidemment du transformé, à condition que ces denrées soient produites et entrent dans nos critères de durabilité, donc qui sont notamment l'agriculture bio, la pêche durable, les viandes label rouge. On est à la recherche d'un bon label en termes de bien-être animal, mais on a quand même déjà posé un certain nombre de jalons. Et puis, merci Max Avelard de nous accompagner. Le label commerce équitable Nord-Nord et Nord-Sud, notamment pour notre chocolat et nos bananes qui doivent être 100% commerce équitable. Mais encore une fois, en rajoutant le critère de durabilité. Et dans nos critères de durabilité, nous n'incluons pas l'HVE.
Je le dis clairement parce que pour moi c'est évident, mais je me rends compte qu'en discutant avec d'autres, beaucoup pensent que voilà, l'HVE est durable et pour nous c'est pas le cas. Environnement, quand vous dites durabilité, c'est principalement d'être sûr sur le plan écologique, hein, c'est ça? Oui, c'est environnement et aussi juste rémunération du producteur. Sociale, okay. Voilà, donc c'est pour nous les critères de durabilité, c'est la juste rémunération des paysans, des paysannes, des éleveurs, des éleveuses, des agricultrices, des agriculteurs. C'est une chaîne d'approvisionnement vertueuse, on va dire. Ce sont des méthodes agricoles les plus respectueuses de l'environnement, de la biodiversité, de la santé des agriculteurs et de la santé publique en général. Et puis c'est donc, comme je le disais, la question du bien-être animal, de la pêche durable, de viande labellisée ou de bio ou d'agriculteurs qui sont en conversion vers le bio. Merci beaucoup Audrey Pulvar. Je crois que la ville de Paris démontre combien le sujet est holistique, multicritère, et c'est précisément un des défis, je crois, pour nous tous, comment cocher toutes les cases. Monsieur Niver, vous êtes, directeur du réseau Poitiers d'alimentation, de restauration collective, c'est ça, et vous êtes vice-président également de l'Agores, qui est donc l'association de vos homologues au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot pour vous présenter que fait l'Agores et d'où parlez-vous à Poitiers? Alors, avant toute chose, moi je suis directeur de la restauration de la ville de Poitiers. Donc voilà, je suis un acteur de terrain de la restauration collective, c'est mon quotidien, les achats alimentaires, ça fait partie. Je suis aussi vice-président de l'association Agores, qui est une association de fonctionnaires territoriaux qui s'occupe de restauration collective. Et donc, à ce titre, nous, ce qu'on promeut, alors la ville de Poitiers, ça fait déjà presque 10 ans qu'on a atteint les seuils d'Egalim. On est à 60% de produits locaux et biologiques, à peu près à 50-50, moitié bio et moitié local. Et justement, on arrive à ces seuils où, en tant qu'acheteur, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'on a aussi comme objectif, et c'est joli de constater que c'est une tendance générale, d'ailleurs la présence même de tout un tas de débats autour de la restauration collective et la présence d'éminents élus à ce salon de l'agriculture, c'est un vrai symbole en soi. Hein. C'est-à-dire que finalement, on est partie intégrante de ces filières-là, sauf que dans le quotidien des acheteurs, dans le quotidien de l'achat public, au travers un code de la commande publique, je ne vous ferai pas une résumé parce que c'est extrêmement complexe, et justement, ce localisme, il n'est pas autorisé. Et les critères pour la juste rémunération de nos producteurs, ça n'existe pas. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si l'intention est bonne, la mise en œuvre est compliquée. Et la mise en œuvre, elle est parfois même à la limite de la légalité, puisque on a bien eu, au travers ce schéma de la loi Egalim, des aides, des guides, comment dirais-je, des réflexions d'éminents juristes de l'État pour nous dire comment il faut qu'on y arrive. Mais en fait, ils n'ont fait que finalement nous expliquer comment on peut bidouiller, tritouiller le code de la commande publique pour arriver à ces politiques-là. Et ça, pour nous, c'est extrêmement dommageable parce que on peut constater que l'intention de cette territorialisation, de cette résilience alimentaire autour des territoires, l'appropriation de ces politiques-là par les collectivités territoriales de tout niveau. On a deux éminents représentants de l'échelon communal, mais les départements et les régions font aussi les mêmes démarches. Vous, à Poitiers, vous parlez à la région, vous parlez au département? Bien entendu, alors on est complètement intégré, oui, on parle même à l'hôpital, un CHU de Poitiers qui a cette démarche-là, on parle au Crous de Poitiers. Et vous passez des marchés en commun avec eux? Et on est en pleine réflexion justement pour se mutualiser, en tout cas se coordonner. Voilà. Et ça, cette exception alimentaire, c'est l'objet, je n'en parlerai plus en détail tout à l'heure, d'un manifeste qu'on a déposé à la Commission européenne, justement pour reconnaître l'exception alimentaire dans les marchés publics et qu'il y ait... C'est ce livre blanc là, c'est ça que vous avez distribué. Qu'il y ait non plus une logique de massification des achats. J'ai entendu votre propos sur le libre-échange, enfin le libéralisme à tout crin dans le truc, alors que l'alimentation, c'est pas un bien comme les autres. C'est un bien qui est nécessaire à la santé, c'est un bien qui est nécessaire à l'environnement et c'est aussi un bien qui est nécessaire à la structuration des territoires. Merci beaucoup, Monsieur Nivet. Juste préciser, l'Agores, combien d'adhérents vous représentez? On a à peu près 3000 adhérents 3000. En France, de tous les niveaux, des collectivités, les communes, les villages, des départements, les régions. D'accord. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup. À votre gauche, Madame Massard, vous êtes adjointe à la ville de Montpellier, très active également au niveau de la région Occitanie. Pouvez-vous nous dire juste voilà, pourquoi vous êtes là, et puis on reviendra après peut-être plus spécifiquement sur vous aussi vos difficultés à recourir au local. Donc soit juste une présentation, soit rentrer si vous voulez dans le sujet, comme vous préférez. Alors, je suis Marie Massard, adjointe au maire à la ville de Montpellier, déléguée à la politique alimentaire et l'agriculture urbaine. Je suis également conseillère métropolitaine et présidente du MIN, le marché d'intérêt national de Montpellier, qui est aussi un acteur fort en termes de politique alimentaire. Donc à Montpellier, on est en gestion directe avec une production de 15 000 repas par jour. On a une politique ambitieuse en termes de restauration scolaire sur la qualité des produits. On s'est fixé un objectif de 100% de produits bio et ou locaux d'ici 2026. Donc les critères de la loi Egalim, nous on les a dépassés déjà depuis 2020. On est actuellement à près de 40% de produits bio et on est à 50% de produits bio et ou locaux. On est à plus de 60% si on regarde les critères de la loi Egalim. Mais pour nous, on a fait le choix de ne pas suivre ces critères. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Parce que, par exemple, pour nous, les produits bio, c'est des produits qui permettent de garantir un impact environnemental réduit, contrairement par exemple au label HVE, haute valeur environnementale. Donc on a fait des choix aussi forts. 20% des choix. Galim, le bio c'est 20%, voilà. L'obligation c'est ça. L'obligation c'est 20%, nous on est à 40%. D'accord. On travaille aussi également sur la réduction des produits ultra transformés dans la restauration scolaire, sur la réduction des produits d'origine animale. Donc on a passé aussi une option quotidienne végétarienne, on a passé toute notre viande en bio, enfin une grande partie de la viande en bio. Donc voilà, comme Paris, vous êtes plutôt dans les collectivités leaders, je dirais, et qui approchent le sujet de manière holistique et non pas. Tout à fait, on est vraiment dans une approche globale. Je reviendrai peut-être un peu tout à l'heure plus dans les détails sur comment on y arrive. Par exemple, dans les marchés publics, par exemple, on est à 80% sur la qualité et 20% sur le prix, donc ce qui nous garantit aussi d'avoir un prix rémunérateur. C'est vrai que c'est compliqué. Ça passe dans la réglementation marché public d'aller aussi haut en pourcentage. Oui, tout à fait. Ok, merci beaucoup pour cette première présentation. Vous reprenez la parole très vite. À votre gauche, Jean Tavernier, vous êtes le directeur responsabilité sociale d'une grande coopérative française, les maîtres laitiers du Cotentin. Et puis, ce qu'on a parlé du manifeste de Monsieur Nivet, votre manifeste à vous, c'est notamment ce petit yaourt équitable qui, pour la première fois sous le label Max Havelaar, associe des produits du Sud, le sucre, la vanille, que nous, traditionnellement, nous certifions en équitable depuis 30 ans, avec un produit du Nord, d'agriculteurs français de votre territoire, c'est-à-dire le lait. Et c'est un produit, mais je ne veux pas parler que de ce produit, mais qui se diffuse beaucoup du coup dans les cantines et dans les marchés publics. Mais allez-y, présentez-vous. Donc Jean Tavernier, responsable RSE de la coopérative laitière Les Maîtres laitiers du Cotentin. C'est une coopérative donc, dans le Cotentin, dans la Manche, évidemment, 650 à peu près exploitations laitières, quasiment toutes dans la Manche. On a quelques-uns qui sont un petit peu de l'autre côté de la limite du département, qui existe depuis une trentaine d'années, 40 années, qui a une grande particularité, c'est que quand on va parler de toute la filière, on a 650 éleveurs, donc on connaît bien les problématiques de l'élevage laitier. Mais il y a aussi 6 sites industriels qui transforment, qui fabriquent les produits laitiers. On vous a montré un fromage frais, on a aussi une fromagerie, etc. Donc on connaît les problématiques industrielles et beaucoup plus rare, on est aussi distributeur, puisqu'on a un réseau de distribution en restauration. Donc on connaît très bien la problématique des appels d'offres de la restauration collective. Et on va du coup avoir cette connaissance et les contraintes sur l'ensemble de la filière. Alors, juste pour commencer peut-être à faire un petit peu de provoque et de lancer le débat, quand j'entends local et équitable, j'ai envie de dire attention, et j'aimais bien qu'on dise il y a un pourcentage de local, mais pas tout. Parce que si tout le monde dit je veux du local, moi je livre pas grand monde, parce qu'au fin fond du Cotentin, il y a la mer, l'Angleterre de l'autre côté, et Paris est à 300 km. Raté, je perds 30 millions de repas. Montpellier, j'en parle même pas. Donc vous voyez, c'est là où c'est très intéressant, que bien entendu que tout le monde nous demande du local, et que nous aussi on promeut le local. J'ai des éleveurs qui vont me dire faites du local. Il faut aussi qu'il y ait des consommateurs en local. Moi j'ai vu vos produits à Paris en tout cas. Oui, on les a vus. Alors voilà, le fromage frais, ça fait 6 mois à peu près, 8 mois qu'on l'a lancé. Donc on a quand même loupé la plupart des appels d'offres 2022, ils étaient déjà lancés. Donc les volumes sont encore minimes. Et on a lancé au 1er janvier des briquettes de lait. Et c'est ça qu'on a vu le plus dans des lycées, collèges, en région parisienne maintenant. Voilà, avec cette particularité. Et là encore, c'est un point, on y reviendra peut-être.
C'est important pour nous puisqu'on associe dans la démarche de ces produits un ingrédient nord, le lait, et ça c'était notre cœur de travail, mais en se disant on n'oubliera pas nos petits camarades producteurs du Sud. Et du coup, voilà, cette double notion était intéressante, même si bien entendu, les éleveurs me demandent d'abord de vendre du lait, mais si on peut mettre un peu de sucre, de café ou de vanille dedans, c'est tout bénef. Merci beaucoup pour cette présentation et merci d'être innovateur. Du coup, peut-être la parole à vous, Marie Massard, pour rentrer un peu plus dans cette question du localisme et des difficultés qu'on rencontre à recourir au local. C'est ça qui est très porté dans l'opinion publique. C'est normal que les élus le relayent, mais on comprend aussi avec votre intervention que c'est pas si simple, pas que pour des raisons de droit européen. Donc la question du droit, la question de la logistique peut-être, la question d'avoir des paysans entre guillemets identifiables par la population et en même temps proches dans toutes les catégories des aliments, très difficile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Et cerise sur le gâteau, en plus qu'ils soient payés à un niveau juste selon le terroir, leur positionnement en termes de qualité, etc. Ça fait beaucoup. Alors c'est vrai qu'on le constate, je déjeune régulièrement avec les parents d'élèves et c'est une vraie demande, les produits locaux, plus que les produits bio. Alors c'est vrai que l'impact environnemental, il est quand même plus important sur le mode de production que sur le transport. Donc moi, je tiens aussi beaucoup aux produits bio et évidemment que j'aurais envie que les produits locaux soient bio. Après, on n'a pas la possibilité sur le territoire de répondre à tout, à nos 15 000 repas par jour. Mais du coup, cette demande est plus forte pour le local. Donc nous, on essaye d'allier les deux et les produits locaux, de les orienter vers le bio et les produits bio, de les avoir le plus près possible. Donc ça, c'est un travail quotidien de longue haleine. Comment on fait pour y arriver? Donc il y a une politique de sourcing, c'est-à-dire qu'on va voir les producteurs, on travaille avec les producteurs locaux et avec chaque personne, on a une politique d'allotissement. Là, c'est un peu technique, très fin. On a 103 lots à Montpellier, ce qui permet d'avoir des personnes qui peuvent répondre. Je vous donne l'exemple du riz. Si on a un lot sur le riz, ça permet à des producteurs de Camargue et du coup, on peut avoir du riz de Camargue bio et local. Alors que si on avait un lot beaucoup plus large, ils ne pourraient pas y répondre. Donc du coup, ça demande beaucoup de travail. On travaille beaucoup avec le MIN, aussi le marché d'intérêt national, et c'est des producteurs qui sont là. Qui lui dessert donc bien au-delà toute la région Occitanie, c'est ça? Voilà, c'est essentiellement sur Montpellier, mais on est sur 4 départements aux alentours environ. Donc moi, en tant que présidente du MIN, je les rencontre aussi, ces gens-là, donc ça nous permet de pouvoir échanger, de pouvoir voir si la rémunération est juste. On se base aussi sur les tarifs, c'est-à-dire que si on a un marché public, si quelqu'un postule avec un prix particulièrement bas, on va le regarder, on va se baser sur les cotations nationales qui nous permettent de vérifier quand même un minimum, de voir si la rémunération est juste. Évidemment, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur d'être. Il y a l'aspect environnemental, mais l'aspect social, il est tout aussi important. Et juste, excusez-moi, sur la question locale, pour bien comprendre, qu'est-ce qui est tabou pour vous? C'est le transport qui excéderait une certaine distance? C'est un tabou en tant qu'élu de vous dire qu'un produit vient, je sais pas, du Cotentin jusqu'à Montpellier, alors qu'on sait que les empreintes écologiques du transport parfois sont assez faibles. Alors dans l'ultra frais, c'est pas pareil que dans un produit sec, etc. Ou est-ce que c'est la volonté que localement vous voulez donner à voir aux concitoyens, aux gens d'une région, qu'il y a une biorégion, que ça fait sens en fait de connaître les agriculteurs dans une proximité? Vous voyez, est-ce que c'est l'empreinte CO2 ou est-ce que c'est la dimension du maillage humain et social? C'est une très bonne question. Il y a les deux en fait. Pour moi, une politique alimentaire, elle ne peut être que territoriale. On ne peut s'appuyer que sur les acteurs locaux. C'est vraiment le territoire. C'est quelque chose d'important. Après, ça va dépendre des produits. On va pas du tout pouvoir, par exemple, une tomate, pour nous, ça n'a pas de sens. Malheureusement, à Montpellier, il y a beaucoup de tomates qui viennent de Bretagne, qui sont élevées sous serre chauffée. Et ça, évidemment, ça n'a aucun sens. Par contre, pour la viande ou pour le lait, des choses qu'on ne va pas avoir à proximité sur le territoire, on va aller un peu plus loin. Après, nous, on va prendre de la viande qui vient de Lozère, de l'Aubrac, qui reste quand même très très proche de chez nous. Mais évidemment, on ne va pas avoir la même logique. Pour les bananes, les fruits exotiques, on a quand même des fruits exotiques qui sont en bio et qu'on va prendre évidemment beaucoup plus loin. Donc on ne va pas avoir la même politique alimentaire selon les produits. Donc on a fixé plusieurs critères de proximité, de local. On est sur des périmètres de 150 km parfois, 250 km selon les produits. Et voilà, donc c'est vraiment la double ce travail. Approche, proximité et rémunération. C'est et ça. vous nous disiez, sur la rémunération, vous vous appuyez sur les prix, vous les challengez, vos équipes peuvent essayer d'avoir un avis objectif sur quel est le bon niveau de rémunération d'une denrée agricole. C'est pas simple, parce que les paysans eux-mêmes disent une production à tel endroit, à un niveau de prix,
qui n'est pas la même à 200 km pour quelque part le même produit. Tout à fait. Alors ça, on va le savoir puisqu'on va connaître la production, leur capacité. Mais il y a tout un travail en amont aussi de structuration des filières. C'est-à-dire que les produits dont on a besoin, je prends l'exemple par exemple chez nous du pois chiche où voilà, on essaye d'avoir de plus en plus de repas avec des assemblages végétales. Et donc c'est des produits qu'on recherche, qu'on n'a pas beaucoup sur le territoire. Donc on travaille avec les acteurs agricoles, la Chambre d'agriculture, le CIVAM, etc. pour essayer d'installer des agriculteurs, de tester des choses, de faire des allers-retours aussi, de commencer à acheter avec eux. Alors des fois ça nous est arrivé de travailler avec des petits producteurs et on s'est rendu compte que y avait des cailloux dans les lentilles, donc c'était un peu compliqué. Donc on est sans cesse obligé de faire des allers-retours comme ça avec les producteurs et de structurer, par exemple le pain, on a structuré toute la filière avec du blé qui vient de 3 départements aux alentours, qui est produit, la farine est faite au moulin de Sauré à Montpellier. Ensuite, le pain est fait par une entreprise d'insertion sur le territoire. Donc on a construit comme ça toute la filière en veillant à ce que l'entreprise ne soit pas non plus totalement dépendante de la restauration scolaire et qu'elle puisse vivre en dehors de ça. Et donc on construit ça petit à petit avec chaque produit. Ouais, je comprends que vous faites finalement un assortiment, un combo de critères le meilleur possible en agissant sur 5, 10, 15 critères. Pour votre information, ici, dans cet espace débat, hier, nous avions un panel de députés français. Et la question qu'on leur a posée, c'est mais quand le gouvernement et l'État va-t-il mettre à disposition des décideurs de ce pays des niveaux de prix considérés comme équitables? Puisqu'ils sont incapables de l'imposer par la loi, ok, on a pris acte que c'était très difficile dans la loi Egalim, qu'au moins ils les mettent à disposition et qu'ils responsabilisent les acteurs. Et vous pourriez ainsi dire, bon, écoutez, dans ma région, je sais que le bon niveau, parce que tel institut national l'a publié, le bon niveau de rémunération, c'est ça. Convenez que ça vous serait d'une assez grande aide. Et un des députés a répondu, M. Diff, que normalement l'Observatoire des prix et des marges devrait jouer ce rôle et qu'il est encouragé à le faire. Mais le compte n'y est pas tout à fait. Tout à fait. Et à propos d'aide, c'est vrai que je pense que Claude ou Audrey en parlera. C'est vrai qu'on n'a pas la possibilité dans les marchés publics de mettre le critère aujourd'hui de localisation. Ce qui paraît incroyable quand même pour de l'alimentation. Puisque, alors on y arrive, hein, c'est la preuve à Montpellier, c'est qu'on arrive à le faire avec les éléments que j'ai donnés. Donc on a la possibilité d'acheter des produits locaux parce qu'on travaille en amont avec eux. Mais c'est compliqué avec l'esprit de la loi. Autant on peut commander des produits bio, mais autant dans un marché public, on n'a pas la possibilité. Donc on prône évidemment l'exception alimentaire dans les marchés publics pour pouvoir avoir cette possibilité-là, qui n'est pas un frein total, mais qui est quand même un frein partiel. D'accord, merci, c'est une transition parfaite. Claude Gruffat, donc exception alimentaire, on se souvient tous politiquement de l'exception culturelle il y a 3 décennies que la France avait réclamé pour préserver ses industries culturelles. Ce que je comprends aussi, ce que dit M. Nivert, aujourd'hui les acheteurs doivent s'accommoder, entre guillemets, du droit des marchés européens pour réussir à introduire des critères de durabilité que les députés européens prônent également. Donc un problème de cohérence peut-être au niveau du Parlement. Et deuxièmement, faut-il passer par cette exception? Est-ce que c'est ça que vous portez ou vous avez un espoir de réformer la réglementation à 27? C'est pas simple, Claude Gruffat? Non, c'est vrai qu'à 27, c'est pas simple. Là, le sujet, c'est de faire en sorte qu'on sorte du dogme général qui est présent au niveau européen. C'est libéralisme avant tout et aucune contrainte qui vise, à protéger les consommateurs via une bonne alimentation, donc pour arrêter la malbouffe généralisée, etc. Parce que ça joue un rôle important. Qui dit agriculture de masse, qui dit distribution de masse et transformation de produits de masse pour des bas coûts, dit agriculture qui produit en masse, donc de basse qualité, donc de la malbouffe, etc. Donc il faut qu'on sorte de ce cercle infernal et que le législateur enfin pousse le bouchon de dire si on veut du local, on a le droit de demander du local et il faut arrêter de couper ça et de le freiner. Et ça, c'est un handicap absolument toxique pour la vie des collectivités locales. Moi, je comprends qu'il n'y a pas dans la réglementation française une définition du local. J'ai entendu dire que certains pays européens le fixaient à 50% de valeur ajoutée dans le produit qui soit sur le territoire. Est-ce que vous avez vu passer des textes qui pourraient définir ça, alors soit au niveau français, au niveau européen? Non, ça aiderait quand même, parce qu'on n'est pas le seul pays. Vous avez des collègues eurodéputés donc, qui poussent d'autres pays qui ont des belles agricultures, je ne sais pas, il en reste. Alors, on a des collègues eurodéputés qui sont sur nos bases de valeurs et qui poussent ça. Malheureusement, ils sont encore
minoritaire et on est encore minoritaire à l'échelon européen pour pousser et transformer la législation pour aller dans le sens qu'on cherche et qu'on évoque ici. Et ça, ben voilà, il va falloir un peu de temps. On y arrive petit à petit, mais le problème c'est que c'est chiquette à chiquette et que dans 30 ans on aura fait un pas. Donc on est un peu impatient par rapport à ces questions-là et on n'est pas encore outillé. Moi je voudrais juste revenir sur la question de la définition du local et si on zoome un peu, ce qu'on nous promet. Parce que j'aime bien la définition du local, c'est tout ce qu'on peut produire localement, et le reste, j'espère que le comté on le fera toujours dans le Jura, que le camembert on le fera toujours en Normandie, que la mozzarella on le fera toujours en Italie, et que le Grave on le fera toujours à Bordeaux, et que tout le monde pourra en acheter. Et on en produit en Ile-de-France la mozzarella. Et du coup, ça veut dire de l'identité des terroirs. Et ça dit beaucoup de choses dans la qualité de l'alimentation. Après, il y a qu'est-ce que l'industrie nous promet aujourd'hui ? Les Chinois nous l'ont montré il y a quelques mois. On peut faire du local industriel en centre-ville. Ils ont monté des tours à cochons de 15 étages ou de 40 étages, production de porc, en centre-ville. Et ils disent ça coche toutes les cases climat parce que c'est du local. Alors moi je pense que c'est pas la définition du local qu'on a. Ce modèle, oui, mais j'attire l'attention là-dessus parce que c'est pas dans le transport, c'est vite. Bah oui, mais alors par contre le soja qui nourrit les cochons, lui, il fait le chemin. Bon, c'est plus le cochon qui fait le chemin, c'est le soja. Donc c'est pas si évident et si clair que ça. Mais le trompe-l'œil là, vous comprenez tous qu'il est quand même hyper présent et que c'est pas le modèle de consommation qu'on prône et que c'est pas le modèle d'agriculture qu'on prône. Puis après il y a l'étape d'après, la viande de laboratoire, les purées de fruits, de légumes, de microbes de laboratoire, etc. Ça je le souhaite à personne. Il y a 2 unités de production déjà installées en Europe, une en Hollande et une en Allemagne. Et les gros investisseurs de cette planète, les milliardaires, investissent énormément là-dedans. C'est quelque chose qui va arriver sur le devant de la scène et contre lequel on va devoir se battre en tant que législateur, d'abord au niveau européen puis au niveau des États, à mon avis assez rapidement. Donc c'est ça aussi le paysage. Donc Claude, vivement qu'on arrive à faire passer et à multiplier le nombre de producteurs bio et local, parce que moi je ne choisis pas entre les deux, c'est les deux, et qu'on le multiplie suffisamment pour qu'ils puissent répondre, parce que tout à l'heure vous avez dit tous les deux, en fait on n'arrive pas à trouver, et on nous raconte par ailleurs qu'il y a trop de bio en France, mais quand les collectivités en cherchent, elles n'en ont pas assez. Donc on voit bien qu'on a un problème d'organisation, de construction de filières, de planification des besoins, et d'engagement dans la durée, parce que c'est l'engagement dans la durée qui fait tout le reste. Si on sait, et vous savez, vous nous annoncez que dans 3 ans vous avez besoin de ça, les acteurs ils vont se mettre en marche pour pouvoir le fournir dans 3 ans, et ça va fonctionner. Donc la question de la construction des filières, elle est aussi centrale dans cette question. Merci beaucoup. Espérons que du coup ça soit porté au niveau européen plus fortement. Ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'il y a peu d'élus en Europe qui n'aient pas envie de dire à leurs administrés promouvons le local. Donc y a-t-il un double discours, c'est-à-dire qu'une fois siégeant au Parlement, ils défendent plus cette chose-là et plutôt une Europe exportatrice. Bon, je comprends que c'est un sujet compliqué, que c'est pas demain qu'on aura une définition européenne locale. Merci beaucoup. Reprenez la parole quand vous voulez, évidemment. Peut-être, monsieur Nivet, du coup, on vous redonne la parole. Vous passez des marchés en vous accommodant du droit européen. Vous utilisez un petit peu d'équitable, si je comprends bien, à Poitiers également. J'avais une question plutôt sur l'inflation. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte, vous subissez l'inflation actuelle comme un frein au développement de votre approvisionnement responsable, équitable, local et bio, ou est-ce que vous avez réussi finalement à maintenir le cap comme le souhaitent, on l'a vu dans le sondage, les parents d'élèves? Alors, ça c'est des questions éminemment politiques de chaque collectivité. Mais est-ce que l'adjoint au maire chargé des finances vous a donné les moyens de maintenir le cap? Ce qui ressort quand même de la tendance générale, parce que nous on représente un certain nombre de collectivités, c'est que effectivement, les collectivités aujourd'hui, elles font tout pour maintenir en fait cette qualité de l'alimentation, cette tendance vers la qualité de l'alimentation. Alors, évidemment, le problème c'est que si avec l'alimentation qu'augmentait, l'alimentation dans le budget d'une collectivité locale, c'est entre 3 et 5% du budget de la collectivité. Donc, même si ça augmente, c'est pas ça qui devrait normalement mettre la collectivité à terre. Mais effectivement, on est dans un contexte inflationniste au niveau des collectivités territoriales où il y a d'autres facteurs. Il y a l'énergie, vous le vivez aussi quotidiennement dans votre vie personnelle. Donc c'est vrai que ça complique un certain nombre de choses. Par contre, et c'est tout à fait intéressant ce que disait Madame Massard, c'est que maintenant les parents ont pris conscience de l'intérêt de cette alimentation et de l'intérêt du localisme de l'alimentation. Donc c'est plus aisé en fait pour un élu
de prendre la décision politique de maintenir ce niveau de qualité parce que c'est une vraie demande sociétale et parce que c'est une vraie demande du public. Alors Aurélie Trouvé, députée de Seine-Saint-Denis, nous disait hier à cette même place qu'une des moins chères cantines de Paris est celle qui fait le plus de bio équitable et local. Donc on peut y arriver, quoi. C'est parce qu'il faut aussi bien concevoir que c'est une restauration à caractère social et que l'usager ne paye pas la totalité du coût de la prestation. Que derrière passe une politique sociale de la collectivité qui fait qu'il y a une tarification qui lisse. Mais le vrai prix de revient, la collectivité le supporte quand même. Voilà. Après, attendez, Madame Massard voulait réagir. Juste une seconde. Allez-y. Juste sur la politique tarifaire, effectivement, c'est des choix politiques réellement, parce qu'aujourd'hui, nous, on allait estimer, par exemple, à Montpellier, le coût de la prise en charge de l'enfant sur le temps du repas, c'est pas que le repas, c'est 12 €. Avec la main-d'œuvre des animateurs. Voilà, c'est ça, la main-d'œuvre. Nous, par exemple, à Montpellier, on a mis en place une tarification sociale qui s'échelonne entre 50 centimes et 6,55 €. Mais même ceux qui payent 6,55 €, ça reste subventionné à 45%. Et on continue à augmenter le budget alimentaire pour continuer à introduire le bio. Chaque année, on met 200 000 € supplémentaires sur un budget de 3 millions environ. Donc c'est un vrai choix politique. Oui, et on a fait ce choix-là. Donc c'est absolument pas à la question de la matière première. C'est absolument pas rentable entre guillemets. De toute façon, en plus je rappelle que c'est pas une compétence obligatoire des collectivités, mais ça me semble absolument nécessaire d'un point de vue pédagogique, santé publique, etc. Donc c'est absolument nécessaire. Mais de toute façon, il faut savoir que les parents d'élèves ne payent pas le vrai prix de la prise en charge. Et ce qui est compliqué, effectivement, il y a une vraie demande sociétale qui nous aide quelque part. Mais moi, ce que je constate aussi, c'est que les parents d'élèves, souvent, ils veulent tout. Ils veulent que ce soit pas cher, ils veulent que ce soit bio, ils veulent que ce soit local, ils veulent pouvoir ne pas avoir à réserver, ils veulent le jour même pouvoir avoir le choix entre tout. Il n'y a aucun parent d'élève ici. Qui génère beaucoup de gaspillage alimentaire. Enfin, voilà, je suis désolée, mais c'est vrai que tous les jours, on est confronté à ça. On a des contraintes très très fortes et l'exigence est forte. Alors c'est bien qu'elle soit forte et on essaye de faire au mieux, mais il y a des contraintes dont souvent on n'a pas forcément conscience et on se dit ah bah c'est pas cher, on veut que ce soit pas cher, mais comment vous voulez qu'on sorte un repas de qualité si on le fait payer 50 centimes Et c'est aussi ça, c'est la valeur des choses. Nous on veut aussi que les gens aient conscience que quand ils font leurs courses, il faut, si c'est vraiment pas cher, si on achète un kilo de tomates à 50 centimes, il y a forcément quelqu'un qui se fait exploiter dans la chaîne. Il y a forcément potentiellement des esclaves au sud de l'Espagne qui produisent nos tomates. Donc il faut aussi, donc cette dimension pédagogique, elle est très très forte aussi. Nous, on veut être crédible dans l'assiette. Il faut qu'il y ait des produits. On parle de saison aussi parce que les produits locaux, de se dire à Montpellier, on va avoir plus de ces produits-là. Et oui, en hiver, on va avoir souvent de la salade et les enfants y râlent parce qu'on va avoir un peu toujours les mêmes choses. Et la tomate, il va falloir attendre l'été pour l'avoir. Et le gaspillage, dites-nous un mot sur le gaspillage alors. Est-ce qu'il n'y a pas des gisements d'économie là pour acheter plus durable et moins jeter ? Bien sûr, mais le gaspillage, il se fait sur toute la chaîne en fait. C'est extrêmement compliqué. C'est pas quelque chose dont on peut répondre comme ça simplement. Mais évidemment, il y a des leviers. Je vous donne un exemple aussi, c'est les fruits. On pense que c'est important pour un enfant d'avoir un fruit qui arrive à table parce que parfois en ville, ils connaissent pas, ils savent plus ce que c'est les fruits et légumes. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gaspillage sur les fruits. On a acheté des kits de découpe pour découper les fruits pour que ce soit plus facile aussi pour le personnel et faire un petit quartier pour que les enfants les mangent plus facilement. Voilà, c'est des exemples pratiques. On a acheté aussi des tables de tri avec pesée intégrée pour peser chaque composante, pour améliorer aussi les recettes, faire des allers-retours et travailler sur ça, travailler sur les grammages très précis pour chaque aliment. Donc il y a beaucoup de leviers, beaucoup de choses possibles à faire, mais il y a tout l'aspect pédagogie, puisque l'idée c'est aussi que les enfants reviennent dans leur famille et puissent conseiller, puisque notre objectif politique aussi c'est de faire évoluer les comportements alimentaires vers les bonnes choses, ce qui est compliqué aujourd'hui, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui cuisinent, il y a de moins en moins de gens qui connaissent les rythmes des saisons. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on essaye de faire passer par des animations. Là, vous nous parlez de l'enfant prescripteur, ça, voilà. Pas que de la malbouffe ou des écrans, mais aussi un peu de la bonne... Merci beaucoup. On ne quitte pas complètement le terrain du coup. Monsieur Tavernier, vous êtes un offreur, vous avez des produits responsables chez les maîtres laitiers du Cotentin. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, sans tabou, là, ce qu'il en est ? Est-ce que ces produits responsables, durables et équitables, comme le fromage frais, vous arrivez quand même à le positionner à un prix acceptable pour les élus, les acheteurs publics qui sont ici, ou est-ce que industriellement ça reste compliqué ?
Alors sans tabou, aujourd'hui, ça reste très compliqué. L'inflation, depuis un an, je pense qu'elle a surtout déstabilisé tout le monde. Et là où il y avait des repères, tout le monde est perdu. Ça, c'est pas la faute de l'équitable, hein, l'inflation. Non, c'est le contexte aujourd'hui auquel on est confronté. Et nous, on a eu la mauvaise idée de lancer des produits équitables en plein moment de l'inflation démarre. C'était une bonne idée. Donc, c'est sympathique, mais c'est vrai que les éleveurs attendent qu'on puisse monter le prix du lait. Accessoirement, on a dû passer à peu près d'un peu moins de 400 € les 1000 litres. Hein. Ça, c'est pour les gens qui sont du milieu. On va arriver bientôt à 500. C'est le prix de base. Il y a encore des compléments de prix là-dessus. Parce qu'on est une coopérative et que le job, on a un conseil d'administration, c'est que des éleveurs. Bien entendu. Mais derrière, en industrie, on est confronté, comme tout le monde, au prix de l'énergie qui augmente. Une laiterie, ça consomme du gaz naturel. Vous voyez tout de suite le problème. Et en distribution, on a la même chose avec le gasoil. Et on a en face de nous des acheteurs publics qui disent oui, mais moi, mon budget, il ne va pas augmenter beaucoup. Donc on est tous soumis à cette confrontation. Et l'acheteur public, il a un élu qui a des parents, enfin d'élèves. Voilà, on a toute la chaîne. Donc c'est comment toute cette chaîne arrive à se remettre d'équerre dans un contexte qui a évolué beaucoup trop vite. L'intérêt, alors, dans ce qu'on trouve intéressant dans la démarche du commerce équitable, c'est qu'on a une réglementation sur le commerce équitable avec un certain nombre de points, d'engagement, comment on soutient une activité économique, comment un producteur va retirer une rémunération, mais aussi des perspectives pour son activité. On a aussi des engagements environnementaux. Récemment, on parlait des réglementations qui évoluent depuis 2021. On a rajouté un critère environnemental. L'intérêt d'un... Egalim aussi quand même, vos acheteurs ils doivent atteindre 50%. Oui, mais alors pour revenir spécifiquement sur l'équitable, qui est rentré dans Egalim depuis 2021, l'intérêt c'est que notamment un label comme Axavar nous permet de rendre plus concret avec des cahiers des charges comment traduire la loi. Parce qu'une réglementation c'est bien, mais ça reste généralement assez vague. C'est quoi une rémunération juste? On a parlé. Là on a un critère, voilà, vous nous avez donné quelques clés d'entrée. Donc c'est ça qui est intéressant aussi au fur et à mesure quand on travaille et qu'on rentre sur ce genre de clés. Par contre, c'est vrai que, est-ce qu'on atteint une juste rémunération? Aujourd'hui, le nombre d'éleveurs, il est ultra réduit sur le commerce équitable. On a engagé quand même toute une transformation dans la coopérative depuis 2016, où on avait dit on ne va pas que du lait. Donc, on a promu, alors c'est sans doute encore moins bien que le HVE, mais c'était déjà de dire on a du lait de pâturage, parce qu'on est au moins sûr dans le Cotentin que nos vaches sont très peu en stabulation, elles passent pas mal de temps et nourries à l'herbe. Donc, c'est déjà un argument, on va dire, on sait déjà au moins faire ça. Laissez-nous progresser parce que les éleveurs aussi ont besoin de temps. On avait des AOP, hein, il y a l'AOP Camembert ou la crème et le beurre d'Isigny dans notre zone. On a du bio et nous aussi on apprécie qu'il y ait des engagements dans la durée pour le bio parce que les éleveurs, je ne vais pas remettre non plus une pièce sur le prix du lait bio de l'été dernier, mais ça n'encourageait pas franchement à se lancer. Donc s'il y a de la perspective de long terme, on peut pousser et accompagner et on espère que les jeunes qui vont s'installer vont se dire tiens, il y a peut-être une possibilité avec du lait bio, encore faut-il qu'eux puissent en vivre, alors qu'évidemment c'est des contraintes supplémentaires. Donc voilà, on a essayé nous aussi de cibler différentes valeurs sociétales, si je peux dire, à nos laits. Et le dernier, on peut déjà dire, voilà, il y a des cahiers des charges auxquels on répond, après on pourra critiquer le cahier des charges, le faire progresser. Juste avant on parlait de l'élevage à l'herbe. Donc moi ça m'intéressait de voir c'est quoi le critère, quel est le gap à franchir pour qu'on progresse encore dans les démarches. On vise aussi notre dernier segment pour nos éleveurs, ça serait le lait bas carbone, mais là il n'y a pas de chiffre, donc ça va être est-ce qu'on arrive à montrer qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre? Évidemment, je vous passe le débat. Et c'est ça qui est intéressant. Alors là, je vais vendre un petit peu la fonction de responsable RSE, c'est qu'on parlait de démarche holistique. J'ai un peu le même problème que les élus, c'est que dès que je travaille sur un sujet et que je me dis je vais progresser sur un sujet, il faut que je surveille que sur tous les autres, je ne suis pas en train de me casser la figure. Donc je vais parler de rémunération juste, c'est quoi l'impact climatique, mais quand je parle de climat, on va dire on veut limiter le transport, c'est pas vraiment le souci, par contre la production ça l'est. Si on dit qu'on va réduire l'élevage, dans le Cotentin réduire l'élevage c'est peut-être un contresens, puisqu'on a un paysage, un milieu qui est parfaitement en phase aujourd'hui avec une région d'élevage. Hein, et donc on se dit, nous on a vraiment une vocation d'élevage laitier, je pense. Alors ça fait que 3 ans que je suis dans le Cotentin, hein, donc... j'ai encore besoin mais je pense que voilà, c'est ce genre de choses, on a des choses à montrer, à expliquer, et pour que nos acheteurs puissent dire ça c'est bien, là-dessus il faut qu'on progresse encore. Et c'est ça qui est intéressant dans ces démarches, mais qui est évidemment un petit peu long. Juste en rebond, ce qu'on entend dans vos propos et de ceux de vos confrères également qui offrent des produits responsables, c'est qu'on n'atteint pas toujours la masse critique.
pour être crédible ou avoir des économies d'échelle, etc. Donc une des pistes que nous, en tant qu'ONG de certification, on propose, mais à toutes les parties prenantes, c'est aussi, pourquoi pas, de regrouper un peu nos informations pour dire il y a beaucoup plus de villes qu'on ne le pense, beaucoup plus de régions, de collectivités qui auraient envie d'acheter ces produits et qui pourraient générer aussi des optimisations. Donc pourquoi pas, nous on rêve un peu tout haut, toujours chez Max Havelaar, c'est un peu notre vocation, mais imaginez qu'une fois par an, on dise voilà, en France, on est à tel tonnage de désir d'équitable ou de désir de local, etc. On envoie ce chiffre et les industriels pourront aussi en savoir un peu plus et être un peu réconfortés sur le fait que, comme vous le dites, le courage de l'innovation est récompensé. Donc, à quand un baromètre du marché potentiel des achats publics équitables? Nous, on propose de le lancer. On a déjà de nombreuses collectivités qui sont intéressées à rejoindre une sorte de club qu'on a appelé fertile, entre guillemets, qui sera relativement informel, mais qui permettrait de rassembler un peu de statistiques. On a déjà Bordeaux, Montpellier, Paris, Strasbourg, Toulouse, la région Grand Est, Occitanie, Suresnes, Mons-Sartoux, bien sûr, Saint-Denis de la Réunion, la région PACA et beaucoup d'autres qui sont intéressés. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre souci d'être sûr d'avoir un marché quand l'inflation, on l'espère, retombera, mais ça fait quand même pas de mal de regrouper les infos, non ? Mes collègues du commerce ou du marketing, évidemment, cherchent des données sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir se donner une vision vers quoi orienter les productions, bien entendu. Après, on se doute bien que pour un acheteur, savoir s'engager sur 3 ans, c'est compliqué. Aujourd'hui, on est quand même généralement des appels d'offres annuels. Ça reste quand même la majorité. Ça progresse gentiment. Mais Monsieur Nivet nous disait, les prix, ou Madame Massard, je ne sais plus tout à l'heure, c'est une fois par an quand même. Même si vous êtes engagé sur 3 ans, vous vérifiez après 1 an, c'est ça, que le niveau de prix est rémunérateur ou il est réajusté par rapport au marché ? C'est des ajustements. C'est des ajustements, oui. Il y a des ajustements possibles, oui, tous les 3 mois pour Donc nous. Donc c'est piloté en fait, hein, oui, la question à du la prix. demande, à la demande du des producteurs ou à la demande de la collectivité. Ouais, tout et à vous fait. confirmez qu'en ce moment le prix est haut, oui, en tout cas pour le lait, il est rémunérateur. Avec l'inflation, on a dû réajuster, passer des délibérations au conseil municipal pour réajuster. Maintenant, à l'inverse, c'est vrai que sur les nouveaux marchés publics, les prestataires vont plutôt nous proposer des prix hauts parce qu'ils sont hauts aujourd'hui, mais on ne sait pas comment ça va évoluer, donc on va peut-être rééquilibrer. Juste pour comprendre, vous nous dites que pour un budget qui est apparemment de 3% dans les collectivités locales, 3 ou 5% pour les cantines, quand vous devez passer une hausse de 5 ou 10%, vous repassez en conseil, vous faites voter ? C'est quand même incroyable de lourdeur, ça, non ? C'est-à-dire que... Vous, pareil pour vous, Audrey Pulvar ? C'est comme ça que ça marche. Ça s'appelle la démocratie représentative. Oui, mais vous pourriez avoir une marge de manœuvre en disant voilà un marché pour vos cantines. Le Conseil de Paris vote tout. Le feu rouge qu'on met au coin de la rue, etc. C'est normal. C'est comme ça que ça marche. D'accord. Bon, gardez peut-être le micro, Audrey Pulvar. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer sur cette question. Est-ce que pour sortir, la question de l'exception agricole pourrait être déployée? Et puis peut-être, si vous ouvrez le bal sur ce sujet, les autres pourront réagir. Peut-on demander cette exception? J'ai quand même pas mal de réactions par rapport à ce qui a été dit. Alors d'abord, je voudrais vous rassurer. Donc je redis. Aujourd'hui, on est à 54% de bio et ou durable dans la restauration collective. Le plan alimentation durable 2022-2027 fixe l'ambition à 100% d'ici 2026-2027 de bio ou durable, dont 50% en provenance de moins de 250 km. Ça veut dire qu'il en reste 50% au-delà de 250 km. Et il n'est pas question pour nous que la restauration collective parisienne se prive de production de très bonne qualité qui viennent d'au-delà de 250 km de Paris. Mais si vous voulez, l'objectif aujourd'hui, en moyenne, les denrées qui fournissent la restauration collective parisienne parcourent 650 km, ce qui pour nous est quand même beaucoup. Et donc l'objectif, c'est de réduire, parce que j'entends bien que le transport ne compte pas forcément pour la plus grande part, mais en fait quand même le transport, 95% de notre approvisionnement se fait par camion et 98% des camions sont diesel et réfrigérés même quand nos producteurs veulent passer par autre chose, ils n'ont pas beaucoup d'autres solutions que le camion et que le camion diesel. Donc il s'agit pour nous de réduire l'impact environnemental de l'alimentation
l'alimentation, de l'agriculture qui nourrit les Parisiens, à la fois sur la question du transport, mais aussi sur la question des méthodes agricoles utilisées. Et puis, c'est pas qu'une question, vous parliez tout à l'heure, vous disiez oui, mais alors est-ce que c'est le climat avec ça? C'est aussi une question de dynamisme économique du territoire et de soutien qu'une collectivité comme la ville de Paris prenne ses responsabilités en accompagnant la transition agricole du territoire à 250 km autour de Paris. C'est aussi une façon de dynamiser le tissu économique et social autour de Paris. En plus, la situation de Paris est particulière parce que nous consommons beaucoup, mais nous produisons très peu. Donc nous sommes très dépendants de notre environnement immédiat et un peu moins proche pour manger, tout simplement, et pour mieux manger. Et en Vous même avez temps, dans votre délégation la question de l'autonomie, hein, ou en tout cas... Alors, oui, ça fait partie de mes missions, mais en même temps, non seulement il s'agit pour nous de mieux manger et d'améliorer la restauration collective et au-delà, les commerces d'alimentation durable, l'offre d'alimentation durable sur le périmètre parisien, mais il s'agit aussi de ne pas être en surplomb de notre entourage immédiat et un peu moins proche, en captant toute l'agriculture durable autour de Paris. Donc il nous faut être dans la réciprocité avec les territoires et accompagner cette transition. Alors comment on fait? Alors, je rejoins les propos de mon voisin de tout à l'heure. Il parlait de l'exemple des cochons dans la tour de 50 étages. Mais vous comprenez pourquoi pour nous le critère local ne suffit pas. Il faut oui pour le local, oui pour la proximité. En même temps, mais le foncier à Paris, je ne sais pas s'il pourrait se payer un emplacement pour construire une tour de cochon. Pour nous, le critère de proximité, c'est 250 km autour de Paris. Donc, à 250 km autour de Paris, c'est quand même assez il y a encore des terrains vaste pour éventuellement... Oui, mais c'est surtout... l'idée, c'est pas que Paris, tout seul, ou toute seule, la ville de Paris, produise... achètent du foncier, installent des agriculteurs, produisent et se nourrissent. L'idée, c'est de faire quelque chose de territorial. Et c'est pour ça qu'on est en train de créer avec la métropole du Havre, la métropole du Grand Rouen, la métropole du Grand Paris, le Haut-de-Paris, la Seine-Saint-Denis, Lyon et donc la ville de Paris, un opérateur dont le nom pour l'instant est Agri-Paris, mais ce nom est amené peut-être à changer, qui aura pour mission de structurer les filières. Si je vous parle du Havre... L'axe Seine, si c'est ça, vous nous parlez de l'axe de la Seine. En partie, puisqu'il reste quand même la Seine-Saint-Denis, Lyon, etc. Si je vous parle du Havre, de Rouen, de la Seine-Saint-Denis, de Lyon, de Paris, dans ces territoires-là, il y en a qui sont plus ou moins producteurs, plus ou moins consommateurs. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'on arrive à rendre les choses très cohérentes entre territoires plutôt producteurs et territoires plutôt consommateurs, que cet opérateur qui ne sort pas du cerveau de 2 ou 3, mais qui sort d'un travail de grande concertation, puisque nous avons organisé des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable pendant 7 mois, qui ont rassemblé 800 structures, acteurs, représentants des syndicats, des consommateurs, des transformateurs, des logisticiens, des gestionnaires de restauration collective, etc. Et on s'est tous mis d'accord sur l'idée que cet opérateur, s'il est créé, aura pour l'instant 4 missions principales. Je vais essayer de faire très vite. La première mission, c'est d'être un tiers de confiance entre les différents acteurs, producteurs, transformateurs, grossistes, logisticiens, collectivités, pour mieux mettre en cohérence nos différentes aspirations. La deuxième mission de cet opérateur, ça va être d'être un observatoire de l'offre et de la demande pour inverser un peu la charge. C'est-à-dire que ce ne soit pas aux producteurs et donc aux paysans, à l'agriculteur ou à l'éleveur de s'adapter à la demande, mais que ce soit à la demande des collectivités de s'adapter à l'offre du territoire de proximité. Et donc là, il faut vraiment descendre, faire de la dentelle pour adapter nos marchés à la capacité d'offre des territoires. J'ai envie de dire, c'est toujours la poule et l'œuf. Qui est-ce qui doit être le premier? C'est la collectivité et sa demande, ou c'est le paysan, l'éleveur et son offre? Donc, on va essayer de faire les choses ensemble. La troisième mission de cet opérateur, ça va être d'être une tête de pont pour créer, identifier des dispositifs financiers d'accompagnement, de subvention, des fonds de portage, etc. Et puis la quatrième mission, c'est le plaidoyer pour nous, l'agriculture que nous souhaitons, pas
seulement à Paris, mais l'ensemble des collectivités qui vont composer cet opérateur, le tour de table de cet opérateur, c'est-à-dire l'agroécologie, l'agroforesterie, les techniques de permaculture, toutes les agricultures durables et bien sûr l'agriculture biologique. Donc c'est sûr qu'on ne va pas faire la pub de l'agriculture conventionnelle agrochimique, mais qu'on sera plutôt sur le plaidoyer d'autres types d'agriculture. Et donc ça, c'est l'outil opérationnel qui nous permettra, et j'espère ensuite de gagner d'autres collectivités à cette cause, de mettre en œuvre ce plan alimentation durable de façon équitable, c'est-à-dire en évitant que Paris ne décide pour tout le monde et en évitant que Paris finalement ne capte la bonne valeur produite à son entour. Ce qui serait une innovation dans notre histoire. Alors ça va, oui, ça va être Je vous redonne la parole tout de suite. Innovation. Juste m'assurer que dans la salle, il n'y a pas une intervention ou quelqu'un qui voudrait faire une remarque, un complément. Le président de la Gorrèze, est-ce que... Voilà. Non. Et je voudrais juste dire d'un mot qu'on soutient aussi, on soutient aussi l'exception alimentaire. Bien sûr, je vous redonne là-dessus le micro tout de suite, mais c'était pour être sûr que... dites-nous un mot. Il y a d'autres initiatives, des sociétés d'économie mixte, des opérateurs agrégés, des dialogues territoriaux tels que celui de Paris ? Non, mais en fait, je vais pas parler exact. Je vais pas répondre vraiment à cette question-là, mais je suis chargé de mission de l'association Agores, donc Agores, directeur de restauration territoriale, ville, interco, etc. Et Sylvestre Nivet, notre vice-président. Il y a deux choses qui manquent un peu dans le discours. Il y en a un, c'est l'expérience terrain, et il faut quand même se le dire. Les prix qui ont beaucoup augmenté sont les prix des grossistes nationaux vers les villes. Les petits opérateurs locaux choisis qui font du produit fermier, bio, etc., ceux-là, ils ont quasiment pas augmenté ou pas augmenté du tout, jusqu'à l'hiver. En tout cas, jusqu'à l'hiver. C'est-à-dire que jusqu'à octobre-novembre, personne n'est venu avec sa sébille. Par contre, les grossistes nationaux, alors ceux-là, on les a vus tous les 3 jours, dans toutes les villes. Deuxième chose, c'est qu'on a quand même un outil qui n'est pas promu dans la loi, en fait, aujourd'hui. C'est le projet alimentaire territorial. Et le projet alimentaire territorial, il doit pouvoir faire émerger une offre et une demande, les rapprocher et favoriser cet échange offre-demande. Et aujourd'hui, à part citer le projet alimentaire territorial, dire que c'est quand même bien si c'est dans le projet alimentaire territorial, ça ne rentre pas dans les critères d'Egalim non plus. Et en fait, le seul moyen d'avancer, c'est effectivement d'avoir une transformation de la circulaire, enfin de ce qu'il y a aujourd'hui et de ce qui fixe aujourd'hui les critères de marché public. C'est pour ça qu'on a promu, nous, qu'on a écrit pendant l'été et qu'on a transmis à la Commission européenne une demande de transformation et l'appel de Nantes, la déclaration de Nantes est là pour ça. C'est en fait des grandes villes, on va dire, pour aller vite, qui ont décidé de reprendre à leur compte un peu notre idée qu'il y a une exception alimentaire et qu'il faut transformer les règles de marché de la commande publique là-dedans. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un petit producteur local, vous ne pouvez pas le faire dans le cadre d'un marché. De toute façon, il ne répond pas. Et ensuite, par ailleurs, c'est des petits chiffres. Tant qu'on est à des petits chiffres, on y arrive. Mais une ville comme Montpellier, Paris, bon, Paris, ça ne se gère pas pour toute la ville, mais Montpellier, ce qui est déjà convenable comme taille, de toute façon, dès qu'elle va acheter plus de 40 000 euros, elle est obligée de passer dans un cadre de marché. Quand sa famille de produits, elle va dépasser ça, 40 000 euros, c'est pas beaucoup pour une ville comme Montpellier qui a 2-3 millions d'euros de dépenses. Donc 40 000, ça va vite. Et donc, assez rapidement, on est obligé de passer par des critères de commande publique qui sont très peu adaptés à l'alimentation, parce que aussi l'alimentation, elle est quand même un peu moins normative et un peu moins normée que les boulons et autres trucs de ce genre. Merci beaucoup pour votre témoignage. On me fait signe que bientôt il va falloir que nous clôturions, car nous attendons des parlementaires français qui vont s'arrêter sur notre stand d'ici quelques minutes. Quand même, Claude Gruffat, vous vouliez réagir et peut-être la conclusion à Audrey Pulvar sur l'ouverture vers demain, la vision, l'exception agricole. Allez-y, Claude. Oui, quand on est à l'échelon européen, vous m'entendez là, une des questions par rapport à ce qui était soulevé, les prix sont plus chers quand c'est des grossistes qui vendent. Et pourquoi ? Parce qu'on a affaire à un gros problème en ce moment sur le marché, c'est la spéculation sur les matières premières alimentaires. On a ça au sud et on aussi, a un combat terrible au niveau européen pour chercher à limiter la spéculation. Nous, les écologistes, on prône l'interdiction. On parle d'exception pour l'alimentaire. Eh bien oui, l'alimentation des gens sur la planète, ça ne se joue pas en bourse.
c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que ça et ça doit répondre à des critères de territoire, de production, de bio, de local, etc., etc. et surtout pas à des critères uniquement de marché. 4 opérateurs céréaliers dans le monde gèrent 90% du marché. Ils se sont mis d'accord, ils ont bloqué les stocks. Les prix sont montés. Mais c'est de la folie. 400 € la tonne des céréales de blé ici en France, alors que normalement c'est 220, 250 € la tonne sur une seule campagne. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Derrière, évidemment, tous les acheteurs, les fabricants, etc., ils sont face à une situation qui devient ingérable sur l'augmentation des prix. Il y a une conscience européenne là-dessus sur réguler le trading de certains Européens là-dessus. Pas de majorité. Mais non, non, pas de majorité. Et pour pas me faire l'oiseau de mauvais augure, mais quand même là sur le mois de mars-avril qui arrive, la grosse question c'est le coût énergétique qui a fabriqué les produits jusqu'à maintenant qu'on n'a pas vu dans les augmentations, qui tombe un peu avec un effet retard et qui arrive là. Donc on a encore une couche d'augmentation des prix qui va arriver sur le mois prochain, le mois suivant, qui va donner encore un coup à la hausse. Après, ça va, j'espère, arrêter, mais on n'est jamais au bout de ce système. Je voulais juste souligner que oui, exception alimentaire, quand on parle de prix de matières premières alimentaires, et puis en plus, après, derrière, sur toute la chaîne. Elle passe par une certaine régulation du trading, du négoce, et pas simplement toujours s'attacher à soit l'acheteur, soit le producteur, mais au milieu. Et nous, ça, juste une petite remarque, mais au niveau du nord-sud, avec les grandes denrées comme le cacao, comme le café, c'est absolument dramatique ce que vous dites, Claude Gruffat. On a également eu, je crois, sur le transport, des effets d'oligopole qui ont beaucoup pénalisé les PME, qui ont beaucoup pénalisé les producteurs. C'est peut-être ça l'avenir de la régulation, plutôt que de rajouter les critères sur le dos des agriculteurs. Le mot de conclusion à vous, Audrey Pulvar. Merci encore à tous nos intervenants. L'exception agricole, j'imagine que vous achetez ça les yeux fermés au niveau de Paris. Allez-y, merci. Oui, merci. Sur l'exception agricole et alimentaire, je pense qu'on est tous d'accord sur le sujet. Okay. La ville de Paris est évidemment signataire de la déclaration de Nantes et en tant que coprésidente de la commission stratégie alimentation territoriale de France Urbaine. Donc l'association des grandes villes. Voilà, donc là au-delà de Paris, France Urbaine c'est 60% du territoire et plus de 40% de la population française réunie dans des villes, des collectivités, des communautés d'agglomération, etc. Nous sommes engagés depuis plusieurs mois déjà sur la question de l'exception agricole et alimentaire. On a une tribune, alors évidemment avec un plus bio notamment, on a une tribune qui va être publiée théoriquement dans Le Monde d'ici demain. Nous sommes très volontaires sur le sujet, très mobilisés. On a déjà fait un certain nombre de rendez-vous, de mobilisations. On va continuer évidemment à porter le sujet dans le cadre de la nouvelle réglementation de 2023 pour qu'effectivement les collectivités puissent consacrer au moins 30 ou 35% de leur marché à des producteurs de proximité. Mais bon, je redis que pour nous le critère de proximité ne suffit pas parce que du local conventionnel en agrochimie, voilà, je pense que beaucoup d'entre nous ici préféreraient orienter les subsides publics vers une agriculture de proximité résiliente et durable. Et je crois, et bon, j'espère qu'on sera tous d'accord sur la question, que tout ce dont on discute là depuis 1 heure, c'est d'abord et avant tout une question de volonté politique. C'est une question d'engagement politique, de décider quel type d'agriculture, quel type de rémunération. Vous disiez tout à l'heure, oui, mais on n'y arrive pas avec la loi Egalim, etc. On n'y arrive pas parce qu'on ne veut pas y arriver. S'il y a une volonté politique d'intervenir pour que les relations entre producteurs, paysans, agriculteurs, éleveurs, transformateurs et distributeurs soient, et je mets pas dans ça toutes les coopératives, etc. Il y a évidemment d'autres échelons, mais en tout cas ces trois-là puissent avoir une relation équilibrée qui garantisse aux producteurs un revenu décent. S'il a la volonté politique de le faire, on y arrive. Sauf que cette volonté, je pense qu'elle manque pour l'instant. Alors nous, au niveau des villes et de collectivités, nous avons cette volonté politique de soutenir des agricultures durables, un revenu décent pour les agriculteurs, une meilleure santé pour les agriculteurs, parce que voilà, nous voulons des coquelicots, parce que les premières victimes en termes de santé publique de l'usage de l'agrochimie, c'est quand même les agriculteurs et leur entourage. Et c'est une question de volonté politique. Et quand voilà, une
ville comme Paris, mais toutes les villes de France urbaine s'engagent sur ce sujet-là, elles ont, avec le levier de la commande publique, la possibilité d'accompagner, il ne s'agit pas d'imposer, mais d'accompagner la transition agricole des territoires. Merci beaucoup Audrey Pulvar. Vous avez réussi le circuit court du message politique. Voilà. Nous ont rejoints, ils vont prendre votre place pour une conférence de presse. Merci à nos intervenants. Merci beaucoup. Espérons que les élus français vont entendre votre message. C'est un appel aussi pour le gouvernement. Merci à tous.